Je suis très contente d'être ici avec vous et merci pour votre patience parce que, comme je viens de dire, je ne parle pas très bien le français, mais je vais faire mon mieux. Mais aussi, je vais lire quelque chose pour que ça peut m'aider un peu. D'abord, je voudrais remercier mes collaborateurs de projet. Il y avait quelqu'un qui n'est pas là, il s'appelle Stefano Bellucci de l'Université de Leiden. Il fait comme recherche l'histoire du travail et les mouvements d'ouvriers en Afrique globalement. Il vient de publier un grand tome, un collectif, sur ce sujet pendant le XXe siècle avec UNESCO. Et il s'intéresse à notre projet surtout de cette perspective plus large et globale. Et aussi, je voudrais bien sûr remercier mon collaborateur Abdelwadoud Ould-Cheikh, qui est un collègue, un ami, et surtout pour ce projet, comme les autres dans le passé, un conseiller et un guide de travail. Et il faut dire que son travail et celle de Pierre Bont, c'est sûr que ce projet n'aurait jamais réalisé. Mais il faut dire aussi que Abdelwadoud a tellement bien présenté les questions centrales à notre recherche que je ne sais pas s'il reste quelque chose à dire maintenant. Mais aussi, je voudrais prendre le moment pour dire, pour remercier aussi mes assistantes, Mariam Baba Ahmad et Ahmed Maloud, Aïda El Hilal. Et je dis assistante, mais nous avons travaillé ensemble comme équipe depuis 2009. Ils sont mes collègues et mes amis. Et je n'exagère pas lorsque je dis que sans eux, il n'y aurait aucun projet. Tous les trois, parce que maintenant je dois aussi ajouter le nom de mon collègue qui était lui-même bien honoré il y a 2 jours à Serros, Mohamedou Maïn, et qui m'a fait bienvenue souvent chez lui et sa famille pendant ces années. Ils sont les ensembles ma vraie famille mauritanienne et je suis très reconnaissante de vous tous. Alors, maintenant le projet. Oui, certainement, ils suivent les traces de Pierre Bont et d'Abdelwadoud Ould-Cheikh, aucune question. Mais aussi, comme Abdelwadoud a dit, il est bien raciné dans ma propre recherche des années sur les Hartines, surtout les changements de cette classe sociale pendant l'époque coloniale. Il faut dire que les Français ont toujours, ou bien depuis les années 1940, vu les Hartines comme la classe ouvrière en devenir. Une classe ouvrière, comme il a décrit E.P. Thompson, l'historien anglais et fameux pour son livre sur The Making of the English Working Class. Donc, moi, je suis depuis longtemps intéressée par ce sujet et j'ai décidé à le suivre avec le cas d'étude de Miferma Sunim. Et ça, c'est une partie des grandes questions que Abdelwadoud a abordées tout à l'heure. L'idée était intéressante, mais les résultats d'études de Pierre Bont, l'étude de 69-70, montrent que parmi les premiers ouvriers à Miferma, les Hartines n'étaient pas tellement nombreuses. Donc, en question, est-ce qu'il se trompe? Ah, ça, c'est pas possible, c'est Pierre Bont. Ou bien, s'il avait raison, pourquoi? En principe, ça doit être les Hartines, ceux qui avaient fait la majorité du travail manuel, soit au palmier en Adrar, soit avec le bétail partout, soit au champ dans les vallées de fleuves. En ce cas, nous avons, ça veut dire notre équipe, nous avons confirmé la même situation. Donc, le premier défi du projet. L'hypothèse ne marche pas. Ce qui était évident, et il faut dire, enfin même plus intéressant, c'est que le Miferma a attiré d'abord les gens de région. Oui, eux, ils ont compris des travailleurs de palmiers Hartines, de l'Adrar, surtout d'Attar,
Mais même plus, comme on a dit tout à l'heure, même plus les gens des grands nomades, comme les Regabats et les Ulrailen. Et, à mon surprise, aussi des gens de vallée, au moins à partir des années 60-64. Et parce que cette entreprise a eu besoin des travailleurs spécialisés, au moins alphabétisés, elle a engagé pas mal des étrangers, d'ailleurs en Afrique occidentale française, surtout du Sénégal, mais aussi de Mali et de Guinée. Donc, on n'a pas encore beaucoup ajouté au travail de Pierre Bont et Abdelwadoud Cheikh. Mais la différence, c'était que pour mes deux collègues et moi, c'était pour Pierre et Abdelwadoud, c'était l'histoire de Mi Pharma et SNIM comme entreprise, comme industrie qui est restée centrale. Quoique, comme Abdelwadoud vient de dire, Pierre Bont, il était au cœur anthropologue, donc il ne peut pas résister, parler de la vie des gens et tout ça. Mais quand même, le travail qui était commandé, c'était une histoire d'entreprise. Mais pour nous, aujourd'hui, c'était l'histoire des ouvriers eux-mêmes qui nous occupe. Leur vie, leurs expériences, le processus par lequel ils ont devenir cette classe fameuse d'ouvriers. Ou pas, qui sait. Voilà la question qui domine toujours notre recherche. Donc, comment poursuivre ces intérêts pour aborder cette question? Alors, des slides. Je ne sais pas. Donc, juste pour un moment, on a commencé avec la même méthodologie que Bont, ça veut dire les entrevues des ouvriers. Quoique lui, il a interrogé les ouvriers proprement dit, les travailleurs au moment tôt dans leur vie avec le Mi Pharma et SNIM, nous avons fait les entrevues avec les retraités. Les retraités à Nouadhibou, à Zurghat, Nouakchott et les villes et les villages de Valais. Et Ahmed Madoud va parler, je crois, un peu plus sur nos itinéraires plus tard. Mais juste pour le moment, je crois que j'ai ajouté... non, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai ajouté quelques photos de nous en train de faire ces entrevues. Ça, c'est le premier. On peut continuer. Le deuxième. Et encore. Et voilà, ça c'est le bâtiment de l'association des retraités à Zurghat. Alors, on peut juste attendre ici. Donc, nos questions sont posées autour de plusieurs thèmes. Ça veut dire les questions qu'on a posées aux gens lorsqu'on fait les entrevues. Par exemple, pourquoi ils ont quitté leur troupeau, leur palmier, leur champ, pour aller quelque part pas connu. Même pour les gens du Nord, comme les gens du Ulrailen et Regabat, ils n'avaient aucune connaissance du monde industriel, ni de Nouadhibou, ni de Zurghat. Et pour les gens du fleuve, leur région et les gens du Nord étaient vraiment étranges. Il faut rappeler que parle pas des étrangers européens, pour les Mauritaniens, qui n'a même pas parlé la même langue, ni porté les mêmes vêtements, ni mangé les mêmes repas. Chacun était à l'autre comme étranger. Souvent, même plus que vis-à-vis les Français. Et ça, c'est vrai surtout pour les gens d'Attar qui étaient une connaissance des Français, ou bien les gens de Rosso, ou Bougui, ou Aleg, eux-mêmes, eux aussi, ils ont bien connu les Français. Donc, on a demandé comment eux, ils ont trouvé ces premières semaines. Moi, loin d'une façon de vie familière. Pour les gens qui étaient à Zurghat, en fait, il n'y a pas une ville en ce moment. C'était les recrutés des compagnies associées avec le Mi Pharma qui a construit les maisons, les bureaux, les rues, toute l'infrastructure de ville. Et parlons d'infrastructure, encore slide.
C'était eux-mêmes qui ont construit le chemin de fer entre la porte de Nouadhibou et Zourat, presque 700 km en plein désert. Mais sans le chemin de fer, Mi-Ferma n'aurait pas été réalisé. Il y a encore? Encore? Voilà. Et ça, c'est l'un des anciens trains qu'on a utilisés avant. Donc, on a posé des questions sur les relations entre groupes, entre les ouvriers, entre eux et les étrangers, comme les Sénégalais, entre eux et leurs employeurs, les Français. Mais aussi des autres, surtout dans les années 70. Il y avait par exemple les Canadiens qui sont arrivés, il faut que je dise ça, et encore en plus les Russes par exemple. Donc même le caractère des gens européens a changé en ce moment-là. La chose la plus intéressante de cette perspective est le fait que presque 100% des informateurs en disent la même chose. Nous avons souligné, nous avons construit soit le chemin de fer, soit la ville de Zourat ensemble. C'était nos mains qui a fait le travail, nos dos qui a supporté ce travail. Dans cette montagne de fer, nous avons tous fait le même travail, étant tous soumis à la même discipline. Et en ce moment-là, nous étions tous les Mauritaniens. Nous étions très conscients des différences, mais pas entre nous et les autres. C'est comme ça que nous avons posé aussi les questions autour des conditions de travail. Les difficultés de travail, soit techniques, soit avec le personnel. Et aussi l'émergence des syndicats. Plusieurs parmi nos informateurs étaient très actifs à ce moment-là. Mais lorsqu'on a posé des questions sur la grève de 1968, dont il a parlé tout à l'heure à Abdelwadoud, la plupart parmi nos informateurs, il faut dire, la plupart a parlé des conséquences par leur participation. On a bien l'impression que pour eux, la majorité, c'était plutôt le défi quotidiennement qui les ont occupés. Hier, nous avons accueilli un groupe de gens, de nos informateurs, ici à Nouakchott. C'était 2 heures très intéressantes et très agréables ensemble. Mais tout ça pour dire que quelqu'un parmi eux a expliqué que lui et les autres étaient actifs dans un moment lorsque les syndicats n'étaient pas encore politisés. Et sur la question de contribution et surtout de Zourat, tous étaient d'accord qu'à l'époque, eux, ils ont créé une communauté pas encore connue dans le pays. Quelque chose qui dure au moins à Zourat jusqu'à aujourd'hui. Ok, peut-être un peu romanticisé, probablement, mais quand même, ils ont construit une industrie et une communauté là où il n'y avait rien de tout avant. Ils ont raison d'être fiers. Ok, on a eu aussi la chance de consulter les archives de compagnie. Et il faut dire que je ne crois pas qu'on a vu les mêmes archives que Abdelwadoud et Pierre Bont a vu il y a des années. Mais il faut dire aussi que c'était plus qu'une chance. Je voudrais remercier Salim Ould Hassan, le DRH à l'époque, qui nous a invités à passer plusieurs jours à Nouadhibou en train de consulter les archives là-bas. Et aussi Rali Ould Sidam à Zourat, qui nous a fait bienvenue et qui a fait ouvrir toutes les archives là-bas. À chaque endroit, il y avait aussi des jeunes archivistes qui nous ont assistés quotidiennement. Et tous les deux étaient indispensables pour notre recherche. Encore le slide. Voilà, ça c'est l'archiviste à Zourat. Je crois qu'il y a encore un.
Et voilà quelques photos de, je crois que nous en train à travailler, je ne peux pas voir bien. Et encore un. Ah voilà, c'est ça la photo. À gauche, c'est Ahmed Mouloud à Nouadhibou et à droite, c'est nous deux à Zorat. Et encore un. Non? OK, laisse. Donc, laisse comme ça. Donc, excusez-moi. C'est quoi ces archives? Je vais parler brièvement de deux genres de documents. D'abord, nous avons trouvé à chaque endroit des registres. À Nouadhibou, il n'y a pas beaucoup et ils sont mal maintenus et pas consistantes. Et je n'ai trouvé aucune organisation dedans. Mais les renseignements sont très, très intéressants. OK, je crois qu'il y avait quelques photos ici des pages de ces registres. Encore, je crois. OK, c'est difficile à voir, mais je vais juste... Pardon? Je vais juste dire que ces registres, même les pages comme ça donne les renseignements intéressants. Ça donne les noms des gens, l'endroit d'origine, souvent l'endroit de naissance. Ils sont recrutés où? C'est quelle date? Parmi les premières, il y avait même les noms de parents. Voilà, donc beaucoup de choses intéressantes. Ceux de Zorat étaient plus nombreux et plus consistants. Je ne sais pas s'il y a encore une slide. Je crois que non, pas encore. Laisse comme ça. Donc, à Zorat, les conditions étaient mieux, mais les registres sont plus ou moins les mêmes. Ce que vous voyez maintenant, c'est que c'est un résultat, le processus de digitalisation. Donc, oups, non, c'est l'autre, c'est, voilà. Donc, ça, c'est une print-out de tous les employés à Mi-Pharma, SNIM, entre les années 60 et 2000. Encore, c'est difficile à voir, mais ça manque le détail des anciens registres, mais quand même, il offre les possibilités d'analyse intéressantes. On n'a pas encore commencé, mais c'était évident qu'on peut sélectionner par n'importe quel des facteurs, naissance, origine, recrutement, âge, mâle, femelle. Puis, on peut suivre des changements autour des années. Par exemple, est-ce qu'il y a des différences des endroits de recrutement après la nationalisation ou bien pendant les années 80? Il faut noter que toujours, aucune indication de tribu, ni d'ethnicité, ni de classe sociale. Donc, aucune Bidan, aucune Peul, aucune Hartin, aucune Zanaga. Le deuxième genre de documentation, ce sont les dossiers individuels. Je crois qu'il y a encore un. Voilà, ça ne montre pas beaucoup, mais de toute façon, ces dossiers individuels, bon, il faut bien réfléchir sur le fait que pour chacune des statistiques, des centaines de travailleurs qu'on a vus sur le printout, il y a un dossier comme cela, comme les dossiers qu'on a vus tout à l'heure dans les photos des archives. Cet dossier compris 20 ans, 30 ans même, 30 ans, même plus de la vie d'un homme. Lorsque je dis la vie d'un homme, ça va dire exactement ça. Dans ces dossiers, on trouve un record écrit pour tout. Pas seulement les affaires financement de cet employé ou bien son rapport de travail et de service et d'avancement dans les catégories, mais aussi de ses mariages, les naissances des enfants, les demandes pour l'avance de salaire et les raisons pourquoi ils ont besoin de ça, ou bien pour une demande souvent répétée plusieurs fois pour un logement plus grand ou pour une frigidaire. On voit aussi les problèmes très détaillés de santé et malheureusement même des morts. On trouve aussi les records des problèmes de comportement, des infractions. Tout était bien écrit.
Et je n'ai pas une photo de l'une des pages, mais il y avait une forme. Et sur cette forme, à gauche, il y avait toujours une explication de problème, d'infraction, écrite par un chef, un cadre. À droite, c'était ouvrier à répondre, expliquer pourquoi il... Ok, j'ai touché sur quelque chose sans se dire. Pour expliquer ce qui se passait, normalement pour dire pourquoi je n'ai pas fait ça. De toute façon, c'est quelque chose qui donne vraiment une fenêtre sur les problèmes quotidiens pour les travailleurs. Il faut dire que la plupart du temps, les problèmes sont avec les chefs de service, l'administration, c'est rarement avec les autres ouvriers. Assez souvent, une accuse lui-même, accuse son chef. I wish I knew how I was doing that. Bon. Hein? Le téléphone, c'est... Non, pas la mienne. Non, c'est fermé. Bon, alors, je vais continuer quand même. Qu'est-ce que je voudrais dire? OK, donc, assez souvent, une accusé lui-même accuse son chef de service d'être arrogante ou rude ou brutale. Une chose très intéressante, on trouve sur plusieurs occasions quelqu'un accuse de ne pas travailler, par exemple. La raison qu'il donne pour ne pas travailler, c'est parce que lui et un groupe fait une petite grève pour protester le traitement d'un autre. On trouve, il faut dire, quelques traces d'une conscience ouvrière ici et là dans ces dossiers. Si je peux pousser mes observations juste un peu plus loin, oui, on voit les signes traditionnels interprétés par les sociologues et les historiens comme celle d'une formation d'une classe ouvrière. Mais est-ce qu'on voit vraiment parmi ces gens une société de prolétariat, albeit en retraite? Ça reste une question pour le moment. Mais plus important, ce sont le contraire. Les signes qui ont fait signalent un changement significatif, mais qui ne sont pas tous les signes traditionnels. Dans ce cas, l'expérience depuis les premiers jours avec MIFERMA ou bien SNIM, d'être, comme on dit, détribalisé ou bien d'être désensitissé des différences de langue et de culture, d'être partie d'une construction du monde qui n'a pas encore existé dans le désert, de dépendre quotidiennement sur les autres qui ne sont pas de famille, de ville même ou de tribu, d'être partie de ce monde, mais à la fois rester partie d'une ville ou un village quelque part, d'avoir une famille à Zurat ou à Nouadhibou ou Boulanoir, mais aussi toujours d'avoir une famille proche et étendue là-bas. Toutes ces expériences ont créé une classe à part, prolétariat ou pas. Moi, je crois qu'il faut chercher hors des activités traditionnellement interprétées comme signes et peut-être chercher à définir cette classe ouvrière comme quelque chose autre que le prolétariat, autre qu'une utile des syndicats. Juste pour le moment, avant qu'on arrive de faire les grandes généralisations, je voudrais retourner à ces dossiers aux archives et souligner que chacun doit être respecté. Ces renseignements privés doivent rester privés. Lorsqu'on utilise ces dossiers pour les présentations comme aujourd'hui et les publications, et je vais faire un mot des publications à la fin de journée, il faut les analyser. Et il ne faut pas les exploiter, les difficultés d'une vie déjà dure. Mais à la fois, je voudrais reconnaître que ces gens avec lesquels nous avons parlé et les gens qui parlent en silence à nous parvenus des archives méritent notre reconnaissance et notre connaissance. Donc, moi, je voudrais dire merci à ceux qui suivent et ceux qui représentent aussi bien que possible leurs collègues. Ce sont les gens
qui ont fait une réunion avec nous hier. Brahim Wessat, Bilal Ould Aboud, Mbaye Ngoum, Amadou Sow, Chayoubou Bal, Habassa Hamad Bal, sa femme. Et il y a Myriam qui va parler un peu de le sujet de femmes dans notre projet tout à l'heure. Mohamed Ouldiar, Hamadou Al-Hassan Gadio, Moussapa, Béchir Fall, Mokhtar Saad Alam, Malik Mbarak, Umar Dad, Mohamed Ould et Sasséa. J'espère que leur histoire personnelle et celle des centaines des autres doivent reconnaître pour leur contribution, pas seulement à Mifera Maslim, mais à la société mauritanienne, qui a évolué depuis les années fin du colonialisme. Comme on dit hier, nous étions à l'époque la Mauritanie de l'avenir. Merci.